Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous Les Experts Santé. Aujourd'hui, 31 mai, journée mondiale sans tabac, nous allons parler de cette addiction qui touche un tiers des Français et qui serait responsable de plus de 66 000 morts par an en France. Pour aborder ce sujet, nous avons avec nous le docteur Yves Nadjari, tabacologue, cardiologue à l'hôpital Cochin à Paris, mais aussi à l'hôpital américain, très impliqué dans ce combat depuis maintenant plus de 30 ans, avec je crois un premier article publié dès 1976, donc très en avant-garde sur ce combat. Docteur Nadjari, bonjour. Bonjour. Peut-être connaissez-vous notre formule, je vais vous citer 3 chiffres et vous laisser réagir à ces 3 chiffres. Le tabac serait responsable de 85% des cancers du poumon, ce qui représente plus de 27 000 décès par an. Comment doit-on analyser un tel chiffre? Eh bien, je pense qu'il faut l'analyser sous 2 aspects. Le premier aspect, c'est que tout individu qui fume 1 paquet par jour pendant 20 ans ou 2 paquets par jour pendant 10 ans peut être tiré au sort dans cette loterie, hélas, du malheur, qui est d'avoir un cancer du poumon. Donc ça, c'est le premier point, le hasard. Le deuxième, il y a une vraie prise de risque en fonction de la consommation, donc. Le cancer du poumon arrive chez les individus qui ont fumé 1 paquet par jour pendant 20 ans, soit donc 20 paquets années, un demi-paquet pendant 40 ans ou 2 paquets pendant 10 ans. Alors il y a d'autres risques, on parle aussi du tabagisme passif, donc ces gens-là n'ont pas pris de risque et sont aussi touchés. Il y a 5 à 6 000 morts par an de tabagisme passif. Et est-ce qu'il y a une différence selon le moment où on commence à fumer? J'avais cru comprendre que quand on fumait jeune, le risque était plus important. Oui, parce que plus on démarre tôt, plus la longueur de nombre de cigarettes années est importante. Le deuxième chiffre que je voudrais aborder avec vous, quand on parle tabac, on parle également risque cardiovasculaire. Il semblerait que celui-ci soit multiplié par 3. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors là, c'est très important ce que vous dites, parce que la prévention cardiovasculaire, elle implique que on retienne une notion, la bande des 4. La bande des 4, c'est quoi? C'est tabac, élévation du cholestérol, élévation de la tension artérielle et diabète. Si vous n'avez aucun des 4 facteurs, vous avez peu de chances de faire un accident cardiaque, un infarctus, une angine de poitrine. Mais là où il faut avoir un œil extrêmement vigilant, c'est quand vous êtes fumeur, vérifiez que vous n'avez pas un autre de la bande des 4. Parce que si vous en avez un autre, même à niveau modéré, il se multiplie entre eux. Toute la prévention va se jouer sur cette compréhension de la multiplication de ces facteurs. À quel âge est-ce qu'on doit vérifier ça? Parce que finalement, je pense que personne ne pense à faire un dosage de cholestérol à 30 ans. Qu'est-ce qui doit être le facteur déclenchant de ce contrôle? Eh bien, c'est très simple. Déjà, si quelqu'un dans la famille a eu un accident cardiovasculaire, dès l'âge de 30 ans, il faut connaître son taux de cholestérol, comme sa date de naissance. Je le dis à mes patients. Dès 30 ans, s'il y a un antécédent dans la famille. Donc. Il faut le connaître. Qu'est-ce que c'est exactement? Les accidents vasculaires, on a l'impression que c'est beaucoup de choses. Il y a l'infarctus, qu'est-ce que ça représente? L'infarctus, c'est une partie du territoire cardiaque qui s'est nécrosée parce qu'une artère a été bouchée. Parce qu'il y a eu une plaque d'athérome, et dans le tabac, eh bien, il y a l'oxyde de carbone qui favorise ces plaques d'athérome. Et il y a d'autres maladies qui sont englobées dans ces maladies cardiaques? L'angine de poitrine est dans le même sens. Il y a l'accident vasculaire cérébral. Et on s'est aperçu qu'avec les nouvelles lois qui sont sorties, il y a eu une diminution entre janvier et mi-février du nombre d'admissions dans les hôpitaux en tant qu'infarctus et accident vasculaire cérébral. Alors je crois, pour que tout le monde le sache, l'accident vasculaire cérébral peut laisser des séquelles neurologiques, on peut rester paralysé sur un côté par exemple. Je crois aussi qu'on a parlé un moment, mais dans une moindre proportion, de troubles érectiles également. Oui, ça peut arriver chez les hommes que des troubles érectiles soient dus au tabac. Ce n'est pas systématique, mais cela peut arriver. Ça peut arriver, non. Je pense qu'une chose doit être retenue, l'Organisation mondiale de la santé a dit « le tabac est la cause de mortalité évitable numéro 1 ». Il faut avoir cette phrase en tête. Gardons-la en tête, effectivement.
Alors mon troisième chiffre, aujourd'hui on l'a dit, un tiers des Français sont fumeurs, 80% d'entre eux voudraient, déclarent vouloir arrêter. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'arrêter? C'est difficile parce que il y a chez chacun une dualité fumeur-non-fumeur qu'il faut travailler. Le fumeur en soi est lié à tous les actes de la vie. S'arrêter de fumer, c'est comme perdre un parent très proche. Quand on est bien, il est là pour augmenter le bien-être. Quand on est stressé, il diminue la tension. Et on ne s'arrête pas en claquant des doigts, et il n'y a pas de médicament miracle. Il y a tout un travail à faire pour durer, pour changer sa qualité de vie et pour entrer dans un nouveau processus très positif pour son corps. Est-ce qu'il y a des grands principes, des grandes règles à respecter si on veut réussir son arrêt tabagique? Bien, moi je préconise une certaine stratégie, c'est de valoriser le non-fumeur qui est en soi, et là il y a un mot, exercice physique, de dévaloriser le fumeur, et là il y a un travail étape par étape à faire, et les réponses à apporter au fumeur qui est tapis en soi, et qui à tout moment essaye de piéger pour ne pas réussir à arrêter ou pour rechuter. Alors certains disent qu'il faut se sentir prêt. Est-ce que ça c'est vrai et qu'il faut se fixer une date? Il y a 10 à 15% des gens qui sont décidés à arrêter d'un seul coup, brutalement. Ils le sentent, ils sont prêts. Mais 85 à 90% veulent arrêter, savent qu'ils devraient arrêter, mais ne s'en sentent pas la capacité. Donc ceux-là doivent faire tout un cursus et les autres peuvent choisir une date, tout en sachant qu'ils doivent être très construits intérieurement parce qu'il ne suffit pas d'arrêter, il faut durer. Si c'est pour rechuter dans 6 mois, 1 an, ça ne sert à rien. Docteur Nadjari, merci beaucoup de toutes ces explications. Pour finir, notre question classique, en tant qu'expert, que souhaiteriez-vous pour l'avenir? Eh bien pour l'avenir, je vais reprendre les souhaits du Congrès européen de cardio qui s'est tenu l'année dernière à Vienne, qui a dit « Tous les pays doivent s'engager dans 3 directions. 1. Lutte contre l'obésité. 2. Reprise et développement de l'activité physique. Et 3. Arrêt du tabac. » Merci beaucoup. Je rappelle que vous venez de sortir récemment un livre aux éditions Odile Jacob, J'arrête de fumer en douceur, la nouvelle méthode. Notre prochain rendez-vous sera le 7 juin avec le docteur Joseph Glikorov, oncologue à l'hôpital Tenon à Paris, qui nous fera une synthèse du congrès de l'ASCO. C'est le plus grand congrès international qui se déroule actuellement à Chicago et d'où viennent la plupart du temps toutes les nouveautés sur le cancer. D'ici là, n'hésitez pas, vous pouvez déposer vos questions comme d'habitude sur notre site lesexpertssanté.com. Merci et à bientôt.